الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous pour rester informé en toute exclusivité et ce rapidement, bien sûr. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Oui, chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence, oui, la présente séquence, se penche cette fois sur ce qui est appelé une naissance ou plutôt une renaissance d'une certaine tenace rivalité que cette maman, oui, cette maman France, la France, qui a créé et surtout administré et continue de le faire de loin en tirant les ficelles dans un pays qui est censé être pourtant indépendant. Oui, indépendant. En tout cas, c'est comme ça qu'il se déclare. En effet, dans la présente séquence, il vous est narré, raconté, conté comment la France, oui, comment la France a créé et surtout administré sa bambine, oui, sa bambine algérienne, en continuant de le faire, oui, en continuant de le faire depuis le début, en unifiant d'immenses territoires chippés ici et là, au détriment d'un certain voisinage et qui n'avait jamais eu de destin commun, parlant de ces territoires chippés. Et cette même France, oui, cette même maman France donna un nom, oui, à l'ensemble de ce territoire immense accouché d'un certain adultérin, oui, adultérin qui ne dit pas son nom. C'est resté en cachette, de honte, oui, de honte, et on continue ainsi. Et oui, chers amis, c'est un certain 14 octobre 1838, ça remonte loin, oui, loin, dans une instruction au maréchal Sylvain Charles Vallée, à l'époque gouverneur général de l'Algérie, le général Virgile Schneider, ministre de la guerre, écrivit ainsi ceci. Jusqu'à ce jour, le territoire que nous occupons dans le nord de l'Afrique a été désigné dans les communications officielles, soit sous le nom de possession française dans le nord de l'Afrique, soit sous celui d'ancienne régence d'Alger, mais c'était que Alger, c'est bien précis, soit enfin, et le nom est lâché, soit enfin sous celui d'Algérie. Oui, 3 étapes. Eh bien, ce nom Algérie, cette dernière dénomination, Algérie donc, plus courte, plus simple, plus facile et en même temps plus précise que toutes les autres, a semblé dorénavant prévaloir. Eh bien, je vous invite en conséquence à substituer le mot Algérie aux dénominations précédentes. C'est ce que écrivait ce ministre de la guerre de l'époque. Oui, et dans un premier temps, la conquête fut administrée selon une certaine loi, une loi de cette époque du 24 avril 1833 et qui créa bien sûr les établissements français d'Afrique, oui, d'Afrique, et plus particulièrement d'Afrique du Nord, si ce n'est de cette Algérie qui vient de naître.
ce fut une colonie militaire dont le régime fut défini par une certaine ordonnance d'un certain 22 juillet 1834. Rattaché au ministère de la guerre, oui, décidément, et cette Algérie fut dirigée par un gouverneur général. Gouverneur général, vous avez dit, oui, c'est sous l'impulsion d'un certain général Thomas Robert Bugeaud, oui, un célèbre général, oui, qui reste dans l'histoire de cette Algérie, Thomas Robert Bugeaud. Le service des bureaux arabes fut créé par l'arrêté ministériel du 1er février 1844 et son premier commandant de ce service des bureaux arabes, commandant, en fut ce général Eugène Domas. Oui, Eugène Domas. Formé d'officiers également appartenant à toutes les armes et placé hors cadre ou détachés de ces bureaux arabes furent composés par de bons connaisseurs des langues et des mœurs des populations dont ils eurent la charge, toute la charge. À la tête du corps, à la tête de tout ce corps, se trouvait un bureau politique, stationné lui à Alger et qui commandait à 3 directions provinciales, territorialement alignées sur les 3 divisions militaires qu'étaient Alger, Oran et Constantine. Ces directions provinciales étaient composées de bureaux de première et de deuxième classe placés auprès des commandants des subdivisions militaires et subdivisés à leur tour en postes et quelques cercles. Et à la base, sur le terrain, oui, chaque bureau arabe était composé d'un officier, oui, d'un officier chef du bureau, d'un ou de plusieurs officiers adjoints, d'un interprète, d'un ou de plusieurs secrétaires, généralement des sous-officiers français, d'un secrétaire indigène, ou on l'appelait à l'époque Hodja, d'un chaouch, d'un médecin, d'un détachement de Spahis et des Moraznis, et qui n'étaient des auxiliaires militaires recrutés localement. Oui, localement, uniquement proche de ce qui est de ce terrain seulement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on constitue ce qu'on appelle les chefs de bureau. Oui. Les chefs de bureau étaient en même temps administrateurs, médiateurs, juges, officiers d'état civil, gendarmes, etc., jusqu'au bout. Ce service, composé d'un personnel soi-disant d'élite, combattit la politique dite du cantonnement, qui visait à exproprier les tribus, et il s'attira donc l'hostilité des partisans de la colonisation agricole. Conscient de toutes ces réalités, soucieux tout de même de ne pas déraciner les populations, eh bien, il respecta quand même la religion musulmane. Et en 1863, un certain empereur, Napoléon III, définit une politique algérienne originale quand il en parla du royaume arabe. Lui, il constitue un royaume arabe, faisant allusion à ce voisinage, oui, concept qui fut coulé beaucoup d'encre et dont la primeur est contenue dans une fameuse lettre en date du 6 février 1863, qu'il écrivit au maréchal Aimable Pélissier, alors lui était gouverneur général de l'Algérie, Aimable Pélissier. Il écrivit ceci: l'Algérie n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Oui, vous entendez bien, un royaume arabe, faisant allusion aux voisins qui existaient depuis
des lustres. Les indigènes, quant aux indigènes, ont, comme les colons, un droit égal, égal à ma protection. Et je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. C'est ce qu'écrivait Napoléon III. Sensible aux arguments des militaires qui ne voulaient pas d'une colonisation massive, eh bien toujours Napoléon III déclara qu'il n'avait pas l'intention de sacrifier 2 millions d'indigènes à 200 000 colons seulement. Et il eut une politique reposant sur l'idée d'un double statut. C'est ainsi que ces nouveaux natifs algériens, oui, ces nouveaux natifs algériens devinrent aussi des sujets, écoutez bien, français, sans toutefois perdre pour autant leur statut civil musulman. Ils eurent accès à tous les emplois, civils et militaires, sous réserve de compétences et obtinrent d'être représentés dans les conseils municipaux et généraux. Quant aux tribus, elles se virent reconnaître la propriété inaliénable de leur territoire respectif. Et cette politique fut farouchement combattue par les colons, oui, par les colons eux-mêmes, qui par réaction se rallièrent à l'opposition républicaine et exigèrent la suppression du bureau arabe, purement et simplement. Le fond du problème était que la population européenne était passée de moins de 600 à la fin de l'année 1830 à 160 000 en 1856 et à plus de 200 000 en 1870. Or, pour nombre de colons, le corps des bureaux arabes était un obstacle qu'il importait de supprimer. Oui, pour les colons, les bureaux arabes étaient un obstacle et qu'il fallait supprimer absolument. Et c'est ainsi que fut créée cette fameuse naissance ou cette fameuse renaissance algérienne pour en faire cette tenace rivalité entre les voisins de cette région méditerranéenne, tel un gros os, oui, un os dont les klebs qui le gouvernent actuellement refusent de ronger, anéantissant par là l'ensemble de cette belle et charmante Afrique du Nord. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette création et surtout sur cette administration bien voulue, bien désirée par cette maman France au sein de ce bassin méditerranéen et qui persiste encore et toujours de nos jours afin de bien diviser pour mieux régner, oui, sur la région, mieux régner, bien sûr, mieux régner. Et que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et ce en toute exclusivité bien entendu. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, là où vous êtes. Faites-le, partagez, sans modération. Oui, et pour moi, le moment est arrivé pour vous dire tout simplement au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.